Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Robert Spotlight. Robert Spotlight, Artemore. Artemore, Salut bienvenue dans le Robert. show. Bah, merci beaucoup de me recevoir. Bienvenue, yes, bienvenue et merci, merci de ta présence. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, du coup, moi, je suis connu sous le nom d'Artemore dans le Web3, mais mon vrai nom, c'est Brian Becafico. Je travaille, ça fait plusieurs années en fait que je m'intéresse à la synergie entre la blockchain et l'art, à peu près 5 6 ans. Et en fait, bah, j'ai beaucoup participé à l'essor des NFT depuis que ça existe et que ça s'est lancé quoi, il y a 2 3 ans, grosso merdo. Et j'ai 25 ans. J'ai toujours travaillé dans le monde de l'art. J'ai travaillé dans des galeries d'art, des hôtels de vente, des choses comme ça. Donc moi, je suis allé dans la blockchain grâce à l'art, notamment grâce à toutes les initiatives qui étaient lancées en 2018, en fait, qui étaient des boîtes qui cherchaient à faire le lien entre la blockchain et l'art. En fait, ça fait longtemps qu'on parle de blockchain dans le monde de l'art. Mais il a fallu les NFT et les records qu'on connaît pour qu'en fait le monde de l'art s'y intéresse sincèrement, on va dire, ou au moins réellement. Donc voilà, donc moi j'ai vu un peu toute cette évolution, tout ce truc-là évoluer depuis les dernières années, et je suis à fond là-dedans, et je travaille un petit peu, je travaille sur des projets de collectibles, j'ai travaillé avec des artistes sur la curation, sur New French Touch, des projets curatoriales, des expos, des choses comme ça. Et là, à partir de septembre, je vais commencer comme NFT spécialiste chez Sotheby's, l'hôtel de vente. Ok, nickel, parfait. Bon, ça fait beaucoup de choses, j'ai pas pris de notes, mais bon, je vais essayer de, Ok. euh, de rebalayer un peu tout ce que tu as dit. Donc, tu es dans l'art historiquement. C'est cette chose qui fait que tu t'intéresses à la blockchain, parce qu'en fait, a priori, il y avait des adhérences avec le monde de l'art et la blockchain. Tu as vu le monde évoluer. Donc, l'émergence NFT, en tous les cas, le gros boom avec 2021. Est-ce que tu peux parler de l'évolution que tu as pu constater et du changement plus ou moins psychologique en fait des personnes du monde de l'art vis-à-vis des NFT? Bah alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on associe souvent les NFT dans le monde de l'art à l'art numérique. Euh, et l'art numérique, ça a été toujours un truc qui existe depuis plus de 50 ans, tu vois. Warhol faisait de l'art digital, t'as le Viola, t'as Nam June Paik, t'as des grands artistes qui sont des grands artistes de nouveaux médias ou d'art numérique, qui sont dans le marché ou dans le monde de l'art depuis bah, très très longtemps. Mais jusqu'ici, en hôtel de vente, dans le milieu commercial, c'était assez compliqué de vendre des œuvres d'art numérique. Il n'y avait pas beaucoup de modèles. Et la blockchain, quand je me suis intéressé, donc par rapport aux synergies avec le monde de l'art, on ne s'intéressait pas à l'art numérique à cette époque-là encore. On s'intéressait vraiment à l'application de la blockchain pour les problématiques de provenance, traçabilité et Ok, authentification des œuvres d'art. En gros, comme un moyen technologique pour essayer de régler les problèmes de faussaires qui sont présents dans le monde de l'art à plein de niveaux. Et du coup, le seul moyen en fait, de toujours dépasser un peu l'avancée technique des faussaires, c'est de trouver des outils technologiques qui permettent de faire ça. Toutes les boîtes qui se sont lancées à cette époque-là ont un peu fail, entre guillemets, puisque bah, en fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient de convaincre les gens du monde de l'art d'adopter la blockchain, sauf que les gens du monde de l'art ne sont pas les early adopteurs des nouvelles technologies, ils sont même très en retard par rapport à beaucoup d'autres industries sur plein de sujets. Genre, limite, ils découvrent à peine Instagram, tu vois, genre, on en est là, quoi. d'accord, ok, Là où l'industrie du luxe, de la cosmétique a totalement maîtrisé ces outils-là et les utilise de manière hyper importante. Mais tu vois, par exemple, je crois que dans les industries classiques, il y a à peu près entre 45 et 55% des ventes qui sont faites en ligne. Dans le monde de l'art, on est plus, et bon, ça a beaucoup augmenté avec le Covid, mais pré-Covid, on était à moins de 15%. Donc d'accord. c'était vraiment une part ridicule. Et il y avait plein de questions de comment est-ce qu'on touche les millénials, etc. Donc en fait, voilà, on a essayé du coup de convaincre les gens du monde de l'art à adopter la blockchain, ça ne fonctionnait pas pour plein de raisons, hein, parce que parfois les projets étaient soit l'idée par des mecs qui venaient du monde de l'art, qui avaient peu de connaissances sur la technique, ou l'inverse, des mecs qui étaient que dans la technique et qui avaient peu de connexion dans le monde de l'art. Donc avec l'un et pas l'autre, c'était difficile d'arriver à un projet qui réussisse. Et il y avait peu de perspectives financières qui existaient à l'époque. Et en fait, ce qui a vraiment changé depuis bah, fin 2020, c'est en fait de se dire que finalement, au lieu de convaincre les gens du monde de l'art d'adopter la blockchain, on va essayer de convaincre les gens du monde de la blockchain d'adopter l'art. Et c'est vraiment ce qui a changé. Et après, les gens du monde de l'art maintenant courent un peu après le train qui est en marche, quoi, mais qu'ils avaient le temps de rentrer dedans depuis très longtemps, parce qu'on parle d'art, je te dis, on parle de blockchain dans le monde de l'art depuis 2017-2018, hein, clairement. Chaque année, tu as des trucs dans Deloitte, tu avais la fameuse conférence Art plus Tech de Christie's qui avait eu lieu en 2018, où tu avais Super Art qui annonçait son lancement, etc. Où tu avais les fameux Lost Robbie de Robbie Barra qui avaient été distribués à l'époque. Et du coup, ce qui a changé vraiment, c'est que les gens se sont rendus compte, OK, il y a un marché pour l'art numérique qui pensaient qu'il n'existait pas.
Il y a une nouvelle génération de collectionneurs qui sont consommateurs, les millennials, les gens entre 35 et 45 ans. Et ce secteur-là, voilà, cette partie-là du marché, ils ont beaucoup de mal à l'embarquer dans le monde de l'art traditionnel. Et vraiment, moi, ce qui a fait changer les mentalités par rapport aux NFT dans le monde de l'art, c'est clairement les records, hein. C'est souvent ça qui fait marcher. Et le record de Beeple chez Christie's en mars 2021 a clairement fait beaucoup de bruit et a fait lever beaucoup de sourcils, puisque bah, le mec, on n'en a jamais entendu parler dans le monde de l'art traditionnel. Beeple a une super réputation dans le monde numérique depuis très longtemps et a fait plein de choses dans des grandes productions de cinéma, dans des grands festivals. C'est lui qui fait tous les assets vidéo pour le Super Bowl depuis quasiment 10 ans, je crois. Donc c'est un mec qui avait déjà une super réputation. Et si tu demandais à un mec de Californie qui était Beeple ou un gars qui travaillait dans la musique, dans le DJing, Beeple, il voyait très bien qui c'était, tu vois. Mais dans le monde de l'art, inconnu, puisque c'est un mec qui n'a pas passé par les processus de galerie, etc. Et du coup, le gars se fait propulser troisième artiste vivant le plus valorisé au monde du jour au lendemain. Donc évidemment, bah, ça a fait lever quelques petits sourcils en mode bah, c'est qui ce mec, qu'est-ce qui se passe, what the fuck, tu vois. Et depuis, bah, les mecs du monde de l'art essaient de courir un peu après ça, mais bon, sans grand succès, hein. Clairement, je fais toujours face aux mêmes a priori de ah, moi j'attends qu'il y ait les vrais artistes qui arrivent, mais les trucs qui sont là-dedans, c'est pas vraiment des œuvres d'art, enfin, tu vois, des trucs un peu à deux balles, quoi. Donc, tu as toujours beaucoup de préjugés, mais clairement, l'acceptation du potentiel, en tout cas, de l'art numérique comme vrai marché à part entière dans le monde de l'art a vraiment quelque chose qui a vraiment changé depuis le début des NFT. Et c'est clairement grâce aux NFT qu'il y a eu une reconnaissance enfin de l'art numérique, des artistes 3D ou d'artistes génératifs, comme il n'y en avait pas avant, quoi. Et pareil, l'art génératif, c'est un truc qui a plus de 60 ans. Et il y avait jusqu'ici très peu ou pas de marché pour ces genres d'artistes-là, quoi. D'accord, nickel. Donc toi, excuse-moi, t'avais fini? Ouais, 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 Oui, je me ok, rends. nickel. Mais en fait, tu as fait une super. Enfin, en tous les cas, j'ai essayé de pas t'interrompre dans ton flow, qui expliquait en fait très bien l'évolution que tu as vue. Et au final, moi, ce qui retient mon attention, c'est qu'aujourd'hui, tu as quand même toujours des personnes qui sont un peu sceptiques ou en tous les cas qui jouent un peu la carte de bon, j'attends de voir ce qui se passe. C'est Pour la ça? vaste majorité, j'ai envie de dire, hein, même pas que quelques personnes, la À la vaste majorité. majorité. Ah oui, 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 des galeristes, etc. Ils savent qu'ils doivent en faire, ils savent pas comment en faire. Et tu vois, moi, les galeristes qui me demandent, ils disent comment est-ce que je peux amener les artistes dans les NFT? Et je me dis, mais en fait, ils n'ont pas besoin de vous pour le faire, c'est pas là que vous avez une Plus-value. pertinence ou une plus-value. Clairement, moi je leur dis, au lieu d'essayer d'amener vos artistes dans les NFT qui n'ont pas envie de faire des NFT, qui savent pas peut-être ce que c'est, ou que le faire avec eux, c'est pas forcément pertinent, parce que même moi, en tant que collectionneur, un artiste qui est pas capable de produire par lui-même et d'être en maîtrise des outils Web3, bah, c'est un gros red flag, puisque demain, il est Oui, abandonné par le c'est galeriste, sûr. il peut plus produire. Donc ça, c'est très problématique. C'est comme si tu avais un peintre qui faisait tout faire par un mec lambda. Et il y en a beaucoup hein, aujourd'hui, hein, des sculpteurs, des peintres qui ont des ateliers énormes, du genre, c'est limite des entreprises comme bah, Damien Hirst ou alors Jeff Koons, etc., où tu te demandes finalement quand est-ce que le mec a intervenu, quoi. Et, euh, et du coup, moi, ce que je dis souvent aux galeristes, c'est vous savez exposer des artistes et trouver des artistes émergents. Il y a plein d'artistes émergents dans le monde du Web3 et qui rêveraient d'être exposés dans des lieux physiques, aller chercher ces artistes-là au lieu d'essayer de convaincre les autres d'en faire des NFT, tu vois. Et même ça, tu vois, ils ont du mal à comprendre, tu vois, qu'il y a des artistes qui sont intéressants, ils voient que les trucs sous mes artistes, c'est les meilleurs, etc., ce qui est peut-être vrai, hein, mais, et tant mieux pour eux, heureusement qu'ils croient aux artistes qu'ils représentent, mais ils ont encore peu la démarche d'aller chercher des artistes de ce milieu-là pour se dire qu'ils vont les représenter vraiment dans le monde de l'art et essayer de leur faire carrière à la fois bah, dans le monde des NFT et dans le monde de l'art traditionnel. Mais oui, la plupart des galeristes que j'ai rencontrés avaient beaucoup de problèmes avec ça et il y a beaucoup de confusion, notamment à cause de la presse, entre les œuvres d'art dans les NFT et les collectibles, par exemple. Tu vois. Dès que tu entends parler d'un NFT dans le monde de l'art et dans la presse spécialisée dans le monde de l'art, c'est-à-dire le Journal des Arts, Connaissance des Arts, le Quotidien de l'Art, etc., qui sont des presses spécialisées qui sont surtout lues par des professionnels du monde de l'art, on ne parle que des collectibles, on ne parle que de marché, on parle très peu d'histoire de l'art ou de l'aspect philosophique de la blockchain, etc. C'est un traitement de l'information qui est assez bizarre, quoi. On parle toujours d'écologie, de machin, alors que bon, le monde de l'art par rapport Oui. à l'écologie, c'est les mecs les moins impliqués du monde que tu as rencontrés, tu vois. Il n'y a aucun effort qui est fait pour l'écologie dans le monde de l'art, il n'y en a jamais eu. La blockchain, au moins, ils se posent la question et ils essaient de faire des initiatives. Mais en tout cas, ouais, il y a encore beaucoup, beaucoup de préjugés et 80% des discussions que j'ai avec des gens du monde de l'art, que ce soit des collectionneurs d'art traditionnel ou des galeristes, ça part sur un a priori qui est négatif sur les NFT. D'accord. Et donc, tu penses que cet a priori négatif, ces préjugés, ils sont aussi le fruit, en fait, des médias que ce monde consomme? Tu penses que c'est lié à ça aussi?
Bah, il y a le traitement du médiatique, c'est sûr, puisque ces gens-là, ils ont beaucoup de choses à faire, donc ils n'ont pas forcément le temps de creuser, et du coup, le seul truc qu'ils ont accès, c'est des articles de presse, mais c'est aussi foncièrement une forme de snobisme, hein, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la production artistique matérielle est plus importante que celle immatérielle. Ça serait finalement, et ce qui est bizarre, puisque ça serait on dirait que les mecs ont arrêté les cours d'histoire de l'art aux années 60, tu vois. Depuis les années 60, tu as quand même eu le ready-made du Duchamp, tu as quand même eu le land art, tu as quand même eu le street art. Je veux dire, toutes ces œuvres d'art-là qui sont pas vraiment palpables, d'une certaine manière aussi, qui sont, tu vois, le land art, c'est éphémère. Christo, qui fait les emballements des musées, pardon, pas des monuments, des trucs comme ça, c'est ce qu'il a fait ça avec l'Arc de Triomphe. D'accord? C'est éphémère, tu vois. Comment est-ce que tu vends ça? Tu vois, il y a des grosses questions par rapport à ça. Et beaucoup, c'est souvent plus une question de snobisme, hein. C'est juste qu'ils considèrent que ce sont une production artistique qui a moins de valeur parce elle est pas palpable. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, voilà, entre l'art performatif, et il y a beaucoup souvent de. On trouve ça en art performatif, c'est une petite digression, ça, tu vois, mais l'Atelier des Lumières, souvent, moi, je rencontre des gens qui sont du monde de l'art contemporain qui détestent l'Atelier des Lumières, puisqu'il n'y a pas de vraies œuvres d'art qui sont mises là-dedans, que c'est que des projections. Et que pour eux, c'est du spectacle et pas vraiment de l'art. Et j'ai jamais compris cette reproche, parce que bon, le spectacle, je suis désolé, c'est une pratique artistique comme une autre. Je veux dire, les musiciens sont des artistes, les gens du théâtre sont des artistes, les danseurs sont des artistes, et personne ne se verrait leur dire que c'est pas le cas, tu vois. Donc il y a un truc en mode, oui, c'est flashy, ça bouge, c'est juste pour attirer l'attention, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de propos. Enfin voilà, souvent c'est dû à un manque de curiosité et une forme de snobisme omniprésent dans le monde de l'art où on considère que ce qui n'est pas un truc que je maîtrise ne vaut pas le coup et n'est pas très intéressant. C'est souvent plus dû à ça, un manque de curiosité et aussi, oui, comme tu le dis, au manque d'informations qu'ils ont, quoi. C'est que eux, ils ont accès à l'information où ils te parlent juste de records, de singes à 2 balles qui se vendent pour des D'accord. millions d'euros Ok. et qu'on passe pas, tu vois. Ouais, Et il c'est là s'arrête au gros titre. ça va être gros titre, ouais. Mais c'est souvent ça dans le monde de l'art. Tu entends rarement parler dans la presse de la fameuse grande exposition de tel truc. Tu entends toujours parler des records, parce que c'est ça qui fait vendre des papiers. Oui. Mais même dans la presse spécialisée où les gens devraient s'intéresser peut-être à l'approche de l'art, de l'histoire de l'art et à l'approche peut-être de la création artistique qui est fait là-dedans, il y a un traitement médiatique qui est vraiment mauvais, quoi. T'as des gens qui parlent de ces sujets-là, qui connaissent pas le sujet et qui font un traitement en surface et très superficiel de ce que c'est les NFT. Et même sur les intentions des gens, tu vois, ils sortent toujours, oui, les NFT sont gardés en moyenne 45 jours par des collectionneurs, là où les œuvres d'art sont gardées pendant 20 ans. Alors déjà, il va falloir me dire où la statistique des 20 ans, ils la trouvent, puisque même pratiquement, elle est impossible à faire en monde de l'art, puisqu'on Oui, a il faut le tracer. Il faut tracer. c'est intraçable les œuvres d'art dans le monde traditionnel. Enfin, c'est très difficile. Toutes les ventes Oui, oui. primaires, on n'a pas d'informations. Il n'y a que les ventes secondaires en tête de vente qui sont gardées. Et tout ce qui se passe entre eux, on ne sait pas, tu vois. Et même, ce serait franchement dire que les gens gardent ça pendant 20 ans de bonne foi, c'est juste parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre, hein, qu'ils les gardent 20 ans souvent. C'est plus ça. Franchement, et du coup, même cette statistique des 45 jours qui est issue du rapport non-fungible de 2021, c'est une statistique qui est faite déjà sur l'ensemble des NFT, pas que les NFT artistiques. Et évidemment, c'est une moyenne. Donc, quand tu as des mecs qui vendent un truc en 2 minutes après l'avoir acheté, bah, la moyenne, évidemment, elle descend, tu vois. Mais pour que ce soit encore à 45 jours, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont gardé des choses plusieurs années. Et moi, je connais bah, Benoît du Museum of Crypto Art, par exemple, lui, il a gardé ses œuvres plus de 3 ans, tu vois. Donc, une moyenne, c'est traître. Une médiane, ça aurait été plus pertinent. Mais voilà, donc on sort des chiffres comme ça, qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils représentent, on les utilise pour justifier un argument qui est souvent très fallacieux et souvent qui se vient vers un peu questionner, on va dire, la légitimité des gens qui achètent des NFT sur leur approche par rapport à l'art, leur approche de collectionneur. C'est vrai que tous les gens qui achètent des NFT ne sont pas des collectionneurs, ça c'est clair, il y a des flippers, il y a des investisseurs, mais il y a aussi Oui. des collectionneurs, et c'est la même chose dans le monde art traditionnel. Donc parfois les gens se voilent un petit peu la face sur les intentions des gens. Moi j'ai toujours une approche de collectionneur, j'ai très peu revendu les œuvres que j'ai achetées, et la plupart des œuvres que j'ai, je les ai jamais revendues. Mais voilà, t'as toujours cette opposition-là qui existe, où on essaie de dire oui, le monde de l'art qui est bien pensant, où les gens ils font ça non pas, tu sais, dans le monde de l'art, on croit que parce que tu fais ça par passion qu'il faut pas te payer, tu sais, j'en parlais tout à l'heure, les trucs de curateurs qui sont pas payés. Ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans le monde de l'art qui travaillent dans le monde de l'art parce qu'ils n'ont pas besoin de gagner leur vie, en fait. Il y a plein de gens qui viennent de très bonnes familles, du monde pas de familles de collectionneurs, de très bonnes familles, etc. Et ils travaillent dans le monde de l'art parce que ça leur permet de se faire bien voir et ça donne un aspect culturel, machin, qui se fait bien voir. Mais en fait, ces gens-là gagnent pas leur vie là-dedans, mais comme ils viennent de milieux très très privilégiés, finalement, Ils en ont pas besoin. ils ont pas Oui. besoin de gagner leur vie, tu vois. Donc ils acceptent des trucs où ils sont pas payés, et du coup, mécaniquement, ça fait que tout le monde se fait dévaluer leur travail, et d'évaluer le travail de tout le monde, de tous les curateurs, de tous les gens qui écrivent des papiers, parce qu'ils s'en foutent, ils font ça pour le plaisir, tu vois. Et du coup, on a cette notion de oui, tu fais ça par passion, donc tu devrais accepter de pas te payer, tu devrais accepter de tel truc, alors que non, tu vois, on a légitimement le droit de vouloir gagner sa vie en travaillant dans le monde de l'art, malgré tout, quoi. On vit pas d'eau fraîche et d'amour, quoi. À un moment, voilà, on essaie de gagner notre vie là-dedans et c'est le même problème pour les artistes, pour les curateurs. C'est
difficile de gagner sa vie dans le monde de l'art. Il y a plein de gens que je connais qui ont des thèses entières, des doctorats et qui travaillent, ils ont 30 ans et ils ont encore des stages non rémunérés, tu vois. Dans quelle industrie ça se fait, ça? C'est aucune, tu vois. Les mecs ont 7 ans d'études et ils gagnent pas leur vie. Parfois, j'ai des amis qui ont ouais, des bacs plus 7 plus 9 et qui gagnent le SMIC, quoi. Parce que c'est un milieu, tu as tellement de gens qui veulent travailler que c'est difficile et que tu es obligé de te sous-payer, en fait. Et ça, bah, la blockchain, ça a amené pas mal de changements par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai Oui. 25 ans, je vais enfin avoir un travail où clairement, j'ai la perspective de me dire que je pourrais réussir à vivre dans le monde de l'art et gagner ma vie. Ce qui est sans la blockchain et sans les NFT, que j'aurais jamais vraiment pu réellement envisager, en fait. Donc clairement, moi, ça m'a fait énormément de bien. À la fois professionnellement, personnellement, voilà, ça m'a ouvert beaucoup plus de portes que mes études a pu le faire ou des choses comme ça, quoi. Ce qui paraît fou. Mais justement, sur cet aspect de en fait, nouvelle opportunité, donc Mm. j'entends qu'il y a plus ou moins comme un sort de front de personnes sceptiques, mais tu Mhm. dois également avoir toute une sorte de population qui est euh, friande ou qui a en tous les cas envie d'en savoir plus, de voir justement cette opportunité. Tu prenais l'exemple en fait de personnes que tu connais qui ont des autres études, mais qui en gros galèrent au quotidien. Euh, Est-ce que l'explication de ce que c'est la blockchain, quelle la technologie NFT, est-ce que cette population-là est vachement plus receveuse de l'information que tu peux transmettre? Bah, en fait, tu as un peu les deux cas de figure. C'est que d'un côté, tu as des mecs qui crient à la révolution sur tous les toits, etc. Et les NFT sont pas parfaits, hein. Il y a plein de choses qu'on dit être une promesse des NFT qui sont factuellement fausses. Par exemple, on dit souvent Comme c'est quoi, une par image. exemple? Bah, genre, par exemple, c'est une image sur la blockchain, tu vois. Ça, c'est faux. Il n'y a Oui, pas oui, d'image. La blockchain, c'est textuel. Bon, tu as des trucs sur oui. IPFS, etc. Mais tu as des solutions. Mais en réalité, les NFT, c'est pas une image sur la blockchain. C'est un pointeur vers une image, etc. Tu vois. Oui, là, ok, mais là, tu prends les. Enfin, là, c'est. Ok, donc c'est off-chain, mais après, tu as aussi des images qui sont stockées on-chain. Mais après, je suis d'accord, donc faire La l'amalgame, promesse un de NFT, c'est une image, oui, c'est. Tu vois, la promesse Comment? de l'immuabilité, par exemple, la promesse de l'immuabilité, c'est pas le cas. Tu vois, moi, j'ai acheté des NFT c'était pas vraiment des NFT parce que c'est pas des ERC 1155 ou 721, mais sur Dada Art, par exemple. Avant, tous les projets blockchain, tu devais créer une blockchain à part entière. Le projet est mort, la blockchain est morte, tous mes NFT ont disparu, tu vois. Pourtant, on dit toujours, oui, c'est immuable, etc., parce que c'est sur la blockchain, mais c'est pas vraiment vrai. Tu as aussi le problème de le décalage entre la philosophie blockchain et l'application réelle de ce que font les NFT. Par exemple, la blockchain est censée être la philosophie décentralisée. En NFT, on parle que d'exclusivité. C'est à l'opposé de ce qui devrait être la philosophie blockchain. Tu vois, on parle que de Exclusivité à quel niveau? bah, tous les collectibles, par exemple les boys, les clubs, les whitelists, tous ces trucs-là, tu vois, les groupes fermés d'alpha, etc. Ça, c'est que des trucs genre exclusivité d'information, exclusivité de connexion avec certaines personnes. On est très loin de la décentralisation, tu vois. Il y a du délai d'initié parfois, il y a de la manipulation de marché, des choses comme ça, quoi, qui sont parfois instrumentalisées par des petits groupes. Et c'est à l'opposé de la philosophie blockchain, de la décentralisation, de la gouvernance décentrale, de la gouvernance horizontale, etc. Tu vois. Force est de constater aujourd'hui que dès qu'on essaye de vendre un projet de collectibles, on te parle d'exclusivité, on te parle de perks spéciales aux holders, etc. Et on ne parle pas d'ouverture ou spécifiquement de trucs qui sont censés toucher plus de gens ou participer à l'adoption de la blockchain, tu vois. On est sur un truc D'accord. entre initiés, tu vois. Et c'est pour ça qu'il Ouais. y a beaucoup de gens qui... T'as les deux faces, tu vois. T'as les gens qui sont pro-NFT, t'as les gens qui sont anti-NFT, et la population entre les deux qui est curieuse et prête à s'intéresser, elle existe, mais aujourd'hui, bah, là, que ce soit l'un discours ou l'autre, les deux sont clivants en fait. Et donc, il y a peu de discours qui vont chercher, on va dire, le terrain commun et des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est sûr que moi, les gens de ma génération s'intéressent beaucoup aux NFT. Il y a le nombre de personnes qui me contactent pour des mémoires sur les sujets, sur le sujet, etc. Ça montre qu'il y a un vrai intérêt pour ça, tu vois. Et je pense que notre génération est plus à même de le comprendre. Moi, je donne souvent cet exemple-là quand j'étais petit, tu vois, au lieu de demander un vélo ou un jeu, je sais pas quel jeu, tu vois, de société, whatever, je demandais des camas sur Dofus, tu vois, parce que c'était ça que passais clairement plus de mon temps sur Dofus, 8 heures par jour à jouer à des MMORPG, et que ça faisait plus de sens pour moi d'avoir une monnaie numérique que je pouvais utiliser dans le jeu que je sais pas quel jouet avec qui j'aurais pu jouer quelques heures, et puis voilà, tu vois. Mais c'est bizarre, tu te dis, un gamin de 8 ans, il demande un truc numérique qui est pas palpable, c'est chelou, tu vois. Mais je pense que du coup, ma génération est plus à même de comprendre la valeur de ce que peut avoir quelque chose de numérique, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, tu proposeras à des gamins. Je suis sûr qu'il y a des gamins, ils demandent au Père Noël d'avoir 1000 abonnés sur TikTok, tu vois. Euh,
suis certain que ça arrive, ça. Je suis certain. Ouais, peut-être. Clairement, tu te proposes à un gamin, tu préfères avoir 1 million d'abonnés sur TikTok ou 1 000 euros. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent les 1 million d'abonnés, hein. Parce qu'ils peut-être qu'ils peuvent faire plus d'argent derrière. Mais aujourd'hui, il y a une valorisation de ce que c'est la présence numérique et des trucs comme ça qui sont hyper importants. Et moi, quand j'étais en la cour de récréation, le mec qui était level 200 sur Dofus, c'était un OG, quoi, tu vois. Clairement, c'était dans le même ordre, tu vois. Donc, il y a un facteur un peu générationnel aussi dans tout ça. Je pense que les gens de ma génération qui sont plus la génération Z, qui ont grosso merdo, qui ont entre 15 et 20 ans, 15 et 25 ans, quoi, ils sont très concernés par le sujet. La génération milléniale l'est aussi pas mal, puisque c'est quand même eux qui ont construit la culture Internet comme on la connaît aujourd'hui, avec les forums, le trolling, etc. Les références cinématographiques omniprésentes, ça c'est clairement la génération X, quoi, et les millénials, pardon. Voilà, il y a une question générationnelle aussi. Je sais plus c'était quoi la question au début, je vais peut-être partir sur des Je pistes. ne sais plus non plus. Mais bon, globalement, en fait, l'idée là, c'était de parler euh, du retour que tu peux avoir. En fait, donc il y avait plus ou moins ceux qui étaient contre foncièrement NFT, blockchain, etc. Et donc de parler en fait de ceux qui voyaient ça comme une opportunité. Donc du coup là, tu faisais la balance entre les deux finalement. Il y a un spectre, en tout cas, c'est sûr, comme dans tout. Il Oui. n'y a pas de noir et blanc. Par contre, c'est très polarisé quand même sur le niveau des NFT, où on a des gens qui sont très Parce que proches. c'est nouveau. Parce que c'est Ouais, nouveau. ouais, ouais, C'est bien comme sûr. toute chose nouvelle, c'est en gros, ben, c'est quelque chose d'émergent. Et donc, du coup, il y a ceux qui voient ça de loin, il y a ceux qui ne le regardent même pas, il y a ceux qui l'utilisent. Et donc, en fait, ça ne fait qu'évoluer. Et donc, le côté clivant, c'est parce que, enfin, il y a des pionniers, il y a des personnes qui veulent même pas en entendre parler. Et donc, forcément, enfin, la cohabitation, elle se fait difficilement. Mais après, Ouais, bon, il y a un juste milieu. Mais de mon point de vue, peu importe le point de vue qu'on peut avoir, ça reste une technologie. Et donc, si on veut se faire un point de vue, il faut l'utiliser. C'est pas en allant lire ou en se basant sur l'avis d'un tiers. C'est en gros, c'est utiliser la technologie, comprendre ce qu'elle fait, comprendre quelles sont les différences entre les différentes blockchains, comprendre plus ou moins les fondements, la psychologie qui a été pensée derrière les blockchains. C'est tout ça. Donc ça, c'est une expérience que chacun doit faire. Si je prends l'exemple en fait d'un réseau social, aujourd'hui, quelqu'un ne va pas se demander, OK, c'est quoi un réseau social? Il l'utilise tout simplement. Ça fait partie de son quotidien. Et ouais, il y a la bon, théorie et la pratique. C'est comme quand mes parents me disaient, fais attention à Facebook, que les étrangers sur Internet, parle pas des étrangers sur Internet, machin. Tous les parents qui disaient ça aujourd'hui sont tous sur Facebook, tu vois. Et c'est les premiers à tomber dans les arnaques les plus visibles du monde, de phishing et tout, alors qu'eux-mêmes essayaient de nous prévenir, de faire attention à ça, mais ils n'avaient pas les outils, ils ne connaissaient pas. Et c'est clair que moi, quand je discute avec ça, il y a des mecs qui ont des grosses opinions sur les NFT, je dis, mais t'as déjà essayé d'en acheter? Ils disent, tout euh, simplement, tout simplement. je dis, bah, comment tu veux savoir? Ah, du coup, tu Ouais. sais même pas, je parle de trucs, t'as pas la référence, tu vois, tu peux pas. On peut pas, on peut essayer de discuter, mais là, Très vite, va en sauce, on t'achète un NFT à 1 $, tu verras ce que ça donne, tu vois, c'est déjà pas mal. Je dis, est-ce que tu as 1 € à mettre dedans? Tu vois, le mec, on est en train de boire une bière à 8 balles, tu vois, je me dis, est-ce que tu as 1 € on fait tout de suite, t'as 1 €, tu me fais 1 €, je prends mon lettre, tu fais un NFT, t'inquiète, y a pas de problème, on fait ça, tu vois. Et souvent, quand tu commences à l'y émettre, et c'est pour ça que j'ai bien commencé avec tes sauces, avec les gens qui connaissent ça, parce que bah, c'est plus facile de faire passer le pas à quelqu'un avec 1 $, 5 € qu'avec des trucs sur tes sauces, sur Ether où ça te coûte direct 30 balles de gaz, machin, tu vois. Sur tes sauces, c'est quand même un peu plus abordable, un peu plus sympa pour commencer. Et souvent, ouais, il y a plein de gens qui commencent avec des opinions très, très négatives. Je leur ai fait acheter un NFT et commencer, et ils ont chopé le virus après derrière, hein. Ils sont à fond dedans. Et clairement. Mais ouais, c'est souvent les gens s'arrêtent soit à la théorie ou à des a priori, quoi. C'est toujours pareil, hein. Si tu t'arrêtes à des a priori, tu peux pas aller très loin. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont très importants à la fois dans le monde de l'art et des médias qui s'arrêtent eux aussi à des a priori, alors que ça devrait être leur démarche d'avoir une démarche de curiosité et surtout s'intéresser non pas qu'à la finance, tu vois. C'est-à-dire que là, c'est toujours Talking Price, tu vois, quand on parle de NFT. Moi, et même les collectionneurs d'art contemporain que j'ai accompagnés sur la réalisation de collections et la mise en place de collections, quand je discutais avec eux au début, leur intérêt premier, c'était le retour sur investissement. Alors que c'est des gens qui sont des collectionneurs, qui achètent des œuvres d'art pour le plaisir et sans forcément prendre en compte l'aspect retour sur investissement. Mais pour les NFT, ouais, c'était ça qui ils ont changé de mentalité. c'était parce qu'ils snobaient un peu les NFT et la réelle valeur artistique que ça peut avoir derrière, tu vois. Et entre prix et valeur, il y a aussi une différence, hein. Mais clairement, même les acheteurs d'art contemporain et les passionnés d'art,
finalement tombent dans ce travers de acheter que des collectibles et des trucs sur retour sur investissement, ce qui est dommage. Et les gens finalement qui me demandent le plus souvent, et moi je suis pas conseiller en investissement, tu vois, je suis pas régulé par l'AMF, tu vois, c'est ce que je leur dis, moi je fais des conseils en Moi non art, plus, hein. voilà. Je fais des conseils en art et pas des conseils en investissement. Et bizarrement, les gens qui me demandent le plus souvent des conseils en art et pas en investissement sont les gens de la crypto, en fait. Ce sont des gens qui sont dans la crypto mais pas dans la NFT parce qu'ils n'ont pas les clés, parce qu'ils connaissent pas trop. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la crypto aussi qui viennent pas de milieux très privilégiés, en fait, et qui ont eu très peu l'accès à la culture. Moi, tu sais, moi, je viens de famille collectionneur d'art. J'ai été dans des musées très tôt dans ma vie et ça m'a beaucoup aidé pour former ma culture, mais je connais des gens avec qui j'ai discuté qui sont collectionneurs NFT qui n'ont jamais foutu les pieds dans un musée ou dans une galerie, tu vois. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est parce que souvent, ils viennent de milieux qui sont plus commerçants, etc., où ils ont un sens du business, mais pas forcément un accès à la culture qui a été important. Et du coup, bah, ils sont largués sur ces sujets-là, et légitimement. Et c'est pour ça que je dis souvent que le cinéma, c'est une culture très importante dans le milieu des NFT, de la création numérique, parce qu'en fait, c'est des plus grosses références pour la plupart des gens que, tu vois, Star Wars ou Le Ouais. Seigneur des Anneaux, c'est une plus grosse référence pour eux que Marcel Duchamp ou Léonard de Vinci, tu vois. Et peut-être légitimement, il y a pas de problème, hein. Tu peux ne pas connaître Marcel Duchamp. Ça ne va pas changer grand-chose à ta vie, honnêtement. Et il y a plein de gens à qui on montre le urinoir de Marcel Duchamp qui ne comprennent pas, et c'est normal. C'est très bizarre à essayer de comprendre. Donc voilà, il y a un peu de snobisme là-dessus, et tu vois ça quand tu vas dans une foire d'art contemporain, avant qu'on te fasse de la pédagogie, tu as le temps, tu vois. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie dans les NFT, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à acheter des NFT d'un point de vue d'investisseur, de flipper, etc., mais qui ont développé avec le temps une vraie démarche de collectionneur et de vouloir soutenir un écosystème artistique nouveau et grandissant, quoi. Donc ça, les opinions, elles évoluent avec le temps aussi. Mais pour ça, il faut vraiment faut la pratique. Et j'ai vu tout cas de figure, hein, je te dis. Mais vraiment, au début, ça a évolué comme deux mondes très parallèles, quoi, qui se connaissaient pas, quoi. Moi, je me rappelle quand Beeple avait annoncé son drop avec Christie's. Donc, moi, évidemment, que je viens du monde de l'art, Christie's, je connais, tu vois, c'est une référence incontournable. La plupart des mecs sur Discord étaient genre, c'est qui ce mec Christie's? Genre, pourquoi il fait une collaboration avec Beeple? On comprend pas, tu vois. Ils pensaient que c'était un mec Christie's, un autre artiste, tu vois. Ils savaient pas que c'était un hôtel de vente hyper prestigieux. Donc vraiment, j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, putain, on est sur deux mondes, mais qui discutent pas entre eux, tu vois, genre, ils sont parallèles, quoi. Et du coup, il y a plein de gens qui essayent de faire le pont, tu sais, il y a tellement de gens qui utilisent un bridging technologie, un bridging NFT et real world. Et ça, les ponts, il y a plein de gens qui ont essayé d'en faire plein de fois, mais au final, je sais pas tellement si essayer de faire les ponts, c'est le plus pertinent. Il y a beaucoup de choses à faire dans les deux, au final. Euh, mais bon, avec le temps, ça va sûrement changer. Mais aujourd'hui, ça évolue encore de manière très, très indépendante, les deux marchés, avec des collectionneurs qui achètent que des NFT et pas d'art contemporain, des collectionneurs d'art contemporain qui achètent que de l'art contemporain et pas des NFT. Et aujourd'hui, tu as, pas peu de profils qui sont sur les deux médiums, quoi. D'accord. Mais après, est-ce que c'est quelque chose de mauvais en tant que tel? Bah, c'est dommage parce que moi, je pense que la création contemporaine aujourd'hui, quand tu y réfléchis, il n'y a pas grand-chose qui a plus impacté la société depuis 20 ans que la technologie, les réseaux sociaux et tout ça, quoi. Genre, ça a changé profondément la manière dont on vit, même tout, tu vois. Genre, aujourd'hui, les gens se rencontrent sur Tinder, ils commandent leur bouffe sur Uber Eats. Je veux dire, ça change tout de la manière dont on bouffe, dont on baise. Je veux dire, tout est nouveau déjà avec la technologie et les réseaux sociaux. Et bizarrement, c'est foncièrement absent des musées. C'est quand la dernière fois que tu as vu une expo dans un musée qui présentait des artistes d'art numérique au même niveau que d'autres artistes? Moi, la dernière fois, c'était Bill Viola en Oui, mais 2014. après, là, c'est parce que tu veux peut-être peut-être que tu veux une représentation directe enfin, des nouveaux usages. Mais peut-être que les musées de demain ne seront pas les musées qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être ce qu'on appelle un musée aujourd'hui sera quelque chose d'autre demain. Ouais, mais bon, ça serait dommage leur rôle des musées, c'est quand même d'essayer de mettre en avant la création contemporaine. Et en France, on a toujours eu beaucoup de mal à mettre en avant la création contemporaine française. On va souvent chercher les artistes étrangers, etc. Et en France, on a un vrai savoir-faire là-dedans. On a les meilleurs animateurs du monde, on a parmi les meilleurs artistes 3D du monde, on a des gens qui sont vraiment hyper bons, quoi. Et pourtant, on n'en entend pas parler, tu vois. Et ils vont aux États-Unis, etc., etc. Donc, on a une fuite des cerveaux qu'il faut essayer de juguler aussi un petit peu, tu vois. Et vraiment, ouais, il y a juste le problème pour moi, c'est juste que ce sont des créations artistiques qui méritent d'être reconnues et qui aujourd'hui ne sont pas reconnues par les institutions, ne sont pas poussées par les fonds publics, etc. Et on voit D'accord. toujours un peu les mêmes choses depuis les 20 dernières années. Et on dirait qu'on vit dans un monde de l'art contemporain qui est coupé du reste du monde, quoi. Qui ignorerait les réseaux sociaux, la révolution technologique du Web 2. Même, tu vois, je te dis, le monde de l'art, ils sont même pas encore Web 2, hein, ils découvrent le Web 2. Alors avant d'en parler Web 3, il y a le temps, quoi. Ils sont encore très Web 1 et il y a encore beaucoup de trucs qui sont pas digitalisés dans les hôtels de vente, qui passent par papier, etc. Enfin, ouais, c'est assez archaïque à certains égards. Et, euh, et donc, du coup, moi, c'est le problème de se dire, il y a des gens qui aujourd'hui sont pertinents, qui sont des légitimateurs.
Et les artistes 3D, les artistes numériques méritent leur place en tant qu'artistes reconnus, tu vois. Et aujourd'hui, Mais en fait, ah, moi, mon point de vue, excuse-moi de t'interrompre, mon point de ah, vue, c'est que ça va se faire forcément, mais peut-être pas avec les codes d'aujourd'hui. De la même mhm. façon qu'en fait, un influenceur aujourd'hui d'un réseau social, n'importe lequel, il est vu comme un influenceur. C'est plus vu comme juste un influenceur de ce réseau social. Tu vois, Ouais, ouais, en fait, le bridge qu'il y avait avec le monde TV et les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce bridge, en fait, les réseaux sociaux sont autant respectés, voire même au-dessus du monde TV aujourd'hui. Alors que ouais. historiquement, quand les réseaux sociaux sont apparus, ont grandi, le monde TV est un petit peu snobé. Donc finalement, ce que tu es en train de définir là sur le monde de l'art avec l'art numérique, de mon point de vue, ça va se corriger avec le temps et c'est juste que le monde va l'accepter et ils seront obligés en fait de l'accepter parce que le monde va l'accepter. Je En tous les cas, c'est comprends, mon point de vue. je comprends ce que tu veux dire, Robert, mais c'est franchement par expérience, le temps d'évolution et d'adaptation du monde de l'art est archi long. Extrêmement long. Donc, si on part sur la vitesse sur laquelle on est, ça va être le cas, ok, mais dans 30 ans, tu vois. Je pense pas qu'on ait 30 ans devant nous, tu vois, pour ça, et que ça mérite pas d'attendre 30 ans avant de commencer à considérer ça. Ça serait bien que ils ont déjà 10 ans de retard, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça, il faut accélérer la cadence, et peut-être qu'il faut pas trop les brusquer, mais moi, j'aurais pas de problème si la porte était ouverte, mais aujourd'hui, la porte des musées est fermée à double tour pour les artistes numériques et pour beaucoup d'autres personnes. J'entends, mais encore une fois, moi, mon point de vue, c'est que si c'est fermé là, il y a des opportunités et autant se créer en fait sa place et ne pas essayer en fait Ah bah, ça, je suis d'accord. d'ouvrir une porte qui est fermée. C'est Ah, plus ça que j'essaie de dire. non, bien sûr, mais tu vois, encore une fois, je te parlais des gens qui ont 30 ans, qui ont des stages. Aujourd'hui, les gens qui dirigent le monde de l'art, c'est des soixantenaires, des septagénaires, hein. Que ce soit les collectionneurs, les galeristes, les vendeurs. Du coup, c'est un monde de gens qui sont vieux, quoi. Et avant qu'ils laissent leur place, bah, ils vont pas laisser leur place. Déjà, souvent, ils partent les deux pieds en avant quand ils ont fini, tu vois. Donc, Mhm. avant qu'ils soient remplacés par une nouvelle génération, bah, c'est un challenge, il faut que les gens-là puissent commencer à vivre et à persister pour pouvoir faire ça. Et du coup, les gens qui restent sont des gens qui ne font que reproduire le modèle existant. Et donc, Oui. avant que ce modèle-là évolue, il faut le secouer très très fort. Et voilà, mais moi aussi, je garde aussi espoir que ça va changer et que ça va s'adapter avec le temps, hein, tu vois. Mais je pense qu'il faut foutre des coups de pied un petit peu pour que ça se fasse également et qu'il y a déjà pas mal de retard, tu vois. Si c'était bon, s'ils avaient le temps pour s'adapter parce que ouais, c'est nouveau, etc., ok, mais ils ont déjà beaucoup de retard, tu vois. Et ce retard-là me laisse pas croire qu'il va changer avec le temps, surtout quand je lis la presse, etc. Tu vois, je me dis, putain, ça fait 2 ans que c'est là, tu vois, t'as même pas fait l'effort d'aller faire une recherche plus loin qu'un article de presse, quoi. Et du coup, quand tu vois ça, tu te dis, avant qu'il y ait un vrai travail sur l'historicité des œuvres d'art, et c'est pas un hasard qu'aujourd'hui les hôtels de vente comme Christie's et Sotheby's ont le rôle que normalement ont un musée. C'est-à-dire que les hôtels de vente aujourd'hui sont des légitimateurs pour les artistes 3D et NFT, c'est-à-dire que D'accord. ou numérique, etc. C'est-à-dire que quand tu passes chez Christie's et Sotheby's, c'est une forme d'accomplissement Oui, et de de représentation validation. et de validation. C'est pas le rôle des hôtels de vente, ça, normalement. Ça, c'est le rôle des musées. Et parce qu'on est dans un truc qui valide par le marché, etc., bah, c'est considéré comme ça, tu vois. Mais c'est dommage. On devrait avoir aussi des choses qui. C'est-à-dire que l'art, tu sais, il y a l'art qui vend, l'art qui est important, et parfois c'est important aussi de subventionner ou de soutenir des choses qui ne sont pas forcément très commerciales, mais qui sont artistiquement intéressantes. Et aujourd'hui, les seules choses qu'on met en avant sont des choses qui sont commercialement intéressantes et artistiquement intéressantes aussi. Et les musées prennent pas, je trouve, leur rôle aujourd'hui et mettent sur le côté beaucoup d'artistes et de jeunes artistes, notamment, qui travaillent avec ces trucs-là. Et de plus en plus, hein, moi, il y a beaucoup d'artistes maintenant numériques que je connaissais qui travaillent plus longtemps dans l'art numérique, qui font pas d'NFT. Et maintenant, retour de bâton un petit peu pour eux aussi, c'est dommage. On leur arrête peu, dès qu'ils font des concours, on leur dit mais pourquoi vous faites pas des NFT? Alors que les mecs qui sont devant eux n'en ont jamais fait, tu vois. Et du coup, maintenant, c'est encore plus difficile à l'artiste numérique dans le monde de l'art traditionnel et de pas faire des NFT. T'es encore plus mis de côté que tu l'étais déjà de base, tu vois. De base, t'es vraiment déjà pas mis de côté, tu vois, quand t'es un artiste numérique dans le monde de l'art contemporain, et il n'y en avait pas beaucoup. Mais là, quand tu as un artiste numérique qui fait même pas d'NFT, tu es encore plus mis de côté, puisqu'on se dit, bah, commercialement, c'est pas viable, tu vois. Et c'est dommage de tout voir sous l'angle de la commercialisation des œuvres d'art. C'est pas le but principal, tu vois. Moi, j'ai envie de voir des enfants qui se retrouvent passionnés devant ça, et envie de se dire que finalement, être graphiste, ça peut être aussi quelque chose d'artistique, tu vois. Il y a tellement de, T'as tellement de gens qui s'inscrivent dans des écoles d'art, Robert, on les forme pas à vivre là-dedans, tu vois. T'as un nombre d'artistes qui sortent de ça et qui font rien après de leur vie et qui sont obligés de trouver d'autres trucs derrière. C'est dommage, tu vois. Et pour moi, il devrait y avoir plus de gens qui se forment sur les outils numériques qu'aux Beaux-Arts, tu vois. Et c'est vraiment dommage. Et
Après, factuellement, il y a plus d'artistes qu'il y en a de collectionneurs et que bon, il y a forcément des gens qui vont se retrouver sur le bas-côté, tu vois. Mais, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus et je pense pas que les efforts soient faits. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'il y a des efforts qui doivent être faits. Aujourd'hui, ils sont pas faits et que je pense pas que dire en wait and see va changer grand-chose, tu vois. Je pense qu'il faut aller les chercher ou même prendre leur place s'il faut prendre leur place et puis voilà. Mais après, c'est un vaste débat qui dépasse très largement la sphère des NFT et qui peut être appliqué sur plein de choses, hein, que ce soit la visibilité des femmes, des minorités, tous ces sujets-là, c'est le même combat, là. C'est juste la visibilité de choses qu'on met pas en avant pour des raisons XY, mais voilà, c'est une question de visibilité. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de visibilité des arts numériques. Ça, c'est certain. Il n'y a pas assez d'expos qui s'intéressent à l'impact des réseaux sociaux sur la société. Tu as des mecs qui parlent d'écologie, de trucs comme ça, etc. Mais voilà, tu as peu de choses qui. L'art contemporain, finalement, on n'a plus grand-chose de contemporain. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en NFT, on parle d'art ultra contemporain, ce qui est un peu un pléonasme, ouais, puisque contemporain, ça veut dire maintenant, donc le ultra maintenant, ça veut dire quoi, tu vois? Et l'art contemporain, souvent, on parle de trucs qui datent des années 80, tu vois? Donc la nomenclature même est plus trop pertinente aujourd'hui, tu vois? Et donc voilà, c'est pour ça, moi, il y a vraiment une réflexion sur l'art contemporain qui va dire, ok, c'est quoi l'art d'aujourd'hui? C'est quoi l'art qu'on doit mettre en avant en ce moment? Et on va toujours retrouver des mecs, tu vois? On présente Simon Entaille à la Fondation Louis Vuitton, on présente des mecs qui sont des vieux de la vieille, quoi, qu'on a vu partout déjà 3000 fois, on n'a pas besoin de le revoir. Donc voilà, c'est juste ça, quoi. Je trouve que ça mérite d'avoir un peu d'ouvrir la place aux gens et que ça sera toujours un monde parallèle tant qu'il n'y a pas d'ouverture de l'un ou de l'autre. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ouverture de la blockchain vers des nouveaux sujets comme l'art et il y a peu d'ouverture du monde de l'art vers des nouvelles problématiques comme la technologie, les réseaux sociaux, les NFT. J'ai compris. Voilà, et ça, voilà. Et il y a une différence là-dessus, tu vois. Et c'est pour ça que les boîtes c'est pour ça que ce paradigme de se dire on va essayer d'intéresser les gens du monde de la blockchain à l'art a marché. Parce que les gens du monde de la blockchain sont hyper curieux. Ce sont des gens qui sont prêts à prendre des paris sur des choses qui n'ont pas encore vraiment prouvé leur valeur. Donc évidemment, ils vont s'intéresser à l'art. Et c'est aussi des gens qui ont beaucoup de revenus disponibles et qui ont envie d'acquérir une forme de capital social et culturel à travers leur achat, tu vois. Et ça, c'est la théorie de Bourdieu, c'est capital culturel, social et financier. Et aujourd'hui, bah, c'est hyper pertinent pour eux, tu vois, d'acheter ça. Et ça a plus de valeur quand tu achètes un Bored Ape, c'est exactement ça que tu fais. Tu achètes une capitale sociale, tu vois, parce que quand tu es dans un blockchain, pendant des années, tu étais ostracisé, quoi. On disait, ah, lui, il est dans un schéma pyramidal, je sais pas quoi, c'est un peu la secte de la crypto, tu vois. Il y a tellement de noms, de machins, d'habitudes, c'est bizarre, hein, le monde de la crypto, parfois. C'est assez particulier. Et donc, du coup, voilà, le but, c'est que les deux mondes s'ouvrent, en fait. C'est qu'en fait, on parlait des ponts, mais en fait, c'est pas tellement qu'il y a un énorme fossé entre le monde de l'art et le monde de l'art numérique, de la blockchain, etc. C'est plus que il n'y a pas assez d'ouverture des deux côtés, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des ponts qu'il faut créer, c'est juste qu'il faut déverrouiller les portes, tu vois. Et voilà, c'est juste ça qui est un peu plus simple. Parfois, la solution est plus simple qu'on l'imagine. Et les grands projets de vouloir faire le lien entre les deux, je pense que le lien n'est pas possible tant qu'on n'a pas ouvert les portes, tu vois. Tu vas faire un pont entre deux endroits, mais les portes vont rester fermées, le pont te sert à rien, tu vois. Donc, c'est une analogie un peu, voilà, mais Non, mais euh, elle est très parlante. Donc, dernière question sur ce sujet. Qu'est-ce que tu ouais. penses qui pourrait être fait justement pour ouvrir les portes? Bah écoute, je pense que c'est la curiosité, c'est-à-dire qu'il faut que les gens soient curieux des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent que des NFT qui sont pas curieux de l'art numérique, ni l'art physique ou l'art traditionnel, il faut s'intéresser à ça, il faut avoir sa curiosité, et pareil de l'autre côté, c'est simplement avoir une démarche sincère, curieuse et ouverte en fait, et rien que ça fera déjà des miracles, hein. Franchement, ça permettra d'ouvrir beaucoup de choses. Donc je pense que ça c'est important, ça passe par la pédagogie, et ça va aider à l'adoption, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'état dans lequel on est par rapport au débat public sur le sujet ne pousse pas à l'adoption. Ça pousse à la polarisation. Et la polarisation, ça aide peu à l'adoption. Et le challenge aujourd'hui, c'est qu'il y ait plus de gens qui adoptent la blockchain, qu'il y ait plus de gens aussi et le monde de l'art, le challenge pour eux, c'est qu'il y ait plus de gens qui achètent des œuvres d'art, puisque aujourd'hui, il y a de moins en moins d'acheteurs d'œuvres d'art, puisque, je t'ai dit, c'est des septagénaires, etc. Donc, ils commencent à décéder, quoi. Donc, il y a plus de gens pour les remplacer derrière. Donc, le challenge du monde de l'art depuis des années, c'est de trouver de nouveaux acheteurs. Il y a des nouveaux acheteurs, ils sont là. Il faut aller essayer de les comprendre et pas les snober. Donc, déjà, avoir une forme de curiosité, d'ouverture d'esprit, ça aidera beaucoup. Et je pense que c'est légitime d'attendre ça des gens qui travaillent dans le milieu culturel. Parce que voilà, la curiosité, c'est le moteur premier de cette industrie. Moi, c'est pour ça que je travaille là-dedans. C'est-à-dire que moi, mon moteur, c'est la curiosité. Et que ce soit en blockchain ou au monde de l'art, j'ai des trucs à apprendre tous les jours. Et je n'aurai jamais fini d'apprendre des choses là-dedans, tu vois. C'est une source d'information inépuisable. Donc, c'est ça qui me
fait kiffer là-dedans, en fait. C'est pour ça que je suis dedans, c'est parce que moi, ma curiosité n'est jamais assouvie là-dedans. Et dès que je vois des gens qui sont pas curieux et qui s'arrêtent à des headlines à deux balles, qui s'arrêtent à des préjugés, ça m'emmerde. Parce que je me dis, t'as des gens brillants qui ont des. J'ai l'impression sur LinkedIn, sur un mec comme ça, qui fait un papier qui est historien de l'art, philosophe, je sais pas quoi, qui a fait des PhD, machin, et il te fait une genre de revue financière où le mec n'est pas en financier, et il te sort des informations qui sont très approximatives. Et je dis, mec, tu ferais mieux de parler des choses sous l'angle de l'histoire de l'art et de la philosophie, tu serais plus pertinent. Pourquoi tu parles de choses sous un angle que tu ne maîtrises pas? Donc ça paraît bizarre. Et tu as des gens qui sont vraiment brillants et qui ont des préjugés sur le sujet, et c'est dommage. Et donc, rien qu'avec juste un petit peu de curiosité et de bonne volonté, déjà, je pense que ça ferait bouger pas mal de montagnes. Ok, parfait. Ton actu, donc ce week-end, il y a Metaverse Summit. Qu'est-ce que Mhm. tu fais à Metaverse Summit? Alors, si je m'occupe de la sélection des artistes pour le spectacle de projection qu'on va faire à l'Atelier des Lumières, qui est le gala en fait du Metaverse Summit. Donc, si tu as le billet, je crois, VIP du Metaverse Summit, tu as accès au gala qui se trouve le soir. Donc, c'est une sélection d'une dizaine d'artistes qui sont plus ou moins importants dans le milieu des NFT. Il y a Kibo, dont tu as fait l'interview la dernière fois. J'ai Teto aussi. Donc, ça, c'est pour les artistes français. Après, j'ai des artistes un peu plus internationaux comme Akatao, Doug Pigeon, John Carell. Claren Mulata, Maluta, pardon. Euh, j'ai quelques projets collectibles, j'ai les Robotos aussi que j'aime bien. Des choses assez colorées, assez vibrantes. Il y a Lulux aussi. C'est que des œuvres que je me dis j'ai envie de les voir sur des grands écrans et en projection. Puisque il y a le sujet du display en NFT. Moi, je suis un gros fan de la projection et du projection mapping notamment. Je trouve que c'est une des meilleures manières de présenter de l'art numérique et que les écrans, souvent, c'est un peu chiant, quoi. C'est pas top, les écrans. Il y a des écrans qui sont bien, mais bon, la projection, je trouve ça mieux. Ou alors, pour moi, l'art numérique, c'est mieux, encore mieux expérimenté dans un environnement numérique. Donc moi, je préfère encore la VR, l'AR, etc. La VR, c'est vraiment ce qui fait faire l'effet waouh aux gens, je trouve. Mais la projection, ça a cet effet waouh aussi. Et il y a des œuvres numériques, justement, les limiter à la dimension d'un écran, c'est un peu dommage. Tu vois. Il y a des œuvres qui mériteraient d'être présentées de manière monumentale. Et notamment John Carell, c'est ça, par exemple, John Carell, c'est un mec qui fait donc, de la nature morte en 3D et qui fait tous ces éléments 3D à la main, etc., qui ont un côté un peu lo-fi, etc. Et c'est une série de 100 Windows, donc de 100 fenêtres de nature morte. Et moi, j'avais toujours rêvé d'avoir une énorme mosaïque avec les 100 nature morte mis côte à côte pour avoir vraiment une idée de l'immensité de cette série et de ce que ça pouvait avoir comme effet, tu vois. Et ça, j'avais vraiment. Je trouvais que ça faisait du sens de le présenter sur ce format-là. Et c'est le travail de curateur. C'est-à-dire que le travail de curateur, c'est se dire quelles sont les ressources et capacités que tu as à disposition en termes de display et quelles sont les œuvres qui sont les plus à même de tirer parti soit du lieu, soit de la manière dont tu l'exposes. Et du coup, là, quand j'ai réfléchi projection, j'ai réfléchi à des choses colorées, puisque bah, les couleurs, quand tu es dans une salle de projection, ça ressort bien mieux avec des très quand tu n'as pas de lumière. Euh, L'animation, la dimension aussi, parce que bah, une projection, c'est hyper versatile. Que ce soit en format carré, paysage, portrait, tu t'en fous, tout s'adapte, tu vois. T'as pas le problème d'un écran avec des trucs. Donc, du coup, tu peux gérer les tailles et tout. Et là, c'était vraiment, voilà, présenter correctement des artistes que moi je trouve cool, dans un lieu qui est beau et tirer parti du fait qu'on utilise la projection pour faire une sélection qui dépend bien de ça, tu vois. Ça aurait été dommage en projection de montrer des choses statiques, par exemple, tu vois. Surtout quand on est sur une soirée de gala, moi j'avais envie des trucs qui bougent, des trucs avec de la couleur qui t'attrape l'œil, tu vois. Et Lulux, par exemple, c'est ce qu'elle fait, tu vois. Elle fait beaucoup de choses autour du corps, autour de la danse, etc. Et je me suis toujours dit que ça serait canon d'avoir ça dans un lieu où il y avait des gens qui dansent, tu vois. Et voilà, c'est un peu le travail. C'est pour ça que je suis allé voir certains artistes, pas d'autres, tu vois. C'est pas parce que j'ai mes préférés ou quoi. C'est juste parce qu'il y en a qui sont plus fit pour spécialement ce lieu et ce modèle de display, en fait. Ok. Est-ce qu'on t'avait donné des contraintes a priori? Est-ce qu'on t'avait dit, voilà, donc on veut que tu nous accompagnes pour la curation, mais voilà, on a contrainte A, B, C. Est-ce qu'on t'a donné des contraintes ou t'avais carte blanche? Bah, la contrainte a été budgétaire, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de budget. Donc déjà, c'est une sacrée contrainte, déjà quand tu dois monter des vidéos. Donc on avait des bénévoles, etc. Mais finalement, on a débloqué une petite enveloppe avec Yue Wang, qui est donc la lead curatrice sur le projet de tout le Metaverse Summit. Euh, et du coup, ouais, ça c'était une grosse contrainte. Les contraintes thématiques, pas vraiment. Là, on m'avait un peu donné. C'était Yue qui m'avait donné carte blanche. Elle-même, je pense, avait des contraintes. Mais moi, je suis un peu chiant comme donne des contraintes. Genre, je les envoie un peu chier, les gens, tu vois. Par exemple, à un moment, elle disait est-ce qu'on met un watermark? J'ai fait hors de question. Jamais de la vie, vous allez mettre un watermark. Il va falloir me passer sur le corps si vous voulez mettre un watermark sur des œuvres d'artistes dont vous n'avez pas payé les droits. Et tu vois, il y a des trucs comme ça. Les mecs te demandent des trucs. Parfois, tu te dis t'hallucines, tu vois. Donc, c'est plutôt ça. Mais non, là, les contraintes sont souvent plus techniques. Par exemple,
l'atelier des Lumières, il y a 150 projecteurs, ils ont du 4K. Là, ce qu'on a accès, c'est que 4 ou 5 projecteurs et c'est que des 180p maximum, tu vois. Donc souvent, les contraintes sont par rapport au display sur le hardware. Là, on peut mettre que de 5 minutes de vidéo, tu vois. Donc il a fallu compresser 10 artistes en 5 minutes, tu vois. Challenge, compliqué. Euh, Pareil, la résolution, tu vois. Tu dis, ah, bah du coup, on va avoir du 1080p. Faut faire attention parce qu'il y a des trucs qui vont pas trop avoir l'air super bien quand tu vas les projeter sur des grandes surfaces puisque la résolution est pas top. C'est souvent des contraintes techniques en fait en NFT. Et c'est pour ça que tu as peu d'expos NFT. Hein. Moi, j'en avais fait une au Ménart, par exemple, avec les artistes de l'atelier des artistes en exil. Le Ménart, c'est une foire d'art contemporain qui se concentre sur les artistes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Et donc là, c'était des artistes qui venaient d'une association qui fait des ateliers pour les artistes qui sont en exil politique, etc., réfugiés politiques en France, et qui ont utilisé notamment la crypto et les NFT pour pouvoir fuir leur pays et pouvoir réussir à rester financièrement viable tout en étant en exil, ce qui est rare et très difficile pour la plupart des gens qui sont en exil politique. Et là, bah, pareil, tu vois, une exposition, 10 écrans, un projo, ça m'a coûté quasiment 2500 €, tu vois. Une expo classique, c'est un peu de peinture blanche, des clous et c'est parti, tu vois. Donc, c'est pas le même niveau de budget. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des expos NFT, c'est que ça coûte cher et que tu as des grosses contraintes. Là, j'avais des contraintes pareilles. Je voulais montrer des trucs dont la résolution est top. J'étais limité à du 1080p. Sinon, il faut des écrans 4K, c'est pas le même budget. Encore une fois, les problématiques techniques qui sont liées au NFT, c'est ça qui limite beaucoup les choix curatoriales aujourd'hui. D'accord. Donc, en gros, ce que j'entends, c'est que toi, dans ton rôle de curateur, ton rôle, c'est non seulement de créer une expérience, en fait, pour une sélection de personnes, mais c'est non seulement de faire ça, mais aussi de garantir que l'expérience soit le plus homogène possible vis-à-vis du lieu où se passe la curation. Ouais, moi, je suis le garant de l'intégrité artistique, en fait. C'est-à-dire que je suis là pour essayer de faire en sorte que le travail des artistes soit présenté correctement, le mieux possible. Là, en l'occurrence, ça a demandé aussi une forme de travail de composition de ma part, c'est-à-dire que il y avait des vidéos qu'on devait faire avec, je sais pas, 150 assets, donc 150 œuvres. C'est moi qui décide dans quel ordre elles vont aller, quel genre de transition, mais après, je fais valider par artiste en même temps derrière, tu vois. Mais mon travail, c'est de dire, OK, non, ça va pas, ça a l'air pas terrible, on va pas présenter les artistes comme ça, on peut faire autrement. C'est ce genre de choses, tu vois. C'est de dire, OK, là, c'était vraiment sur le montage vidéo en particulier et aussi voilà, sur place, de vérifier que les trucs soient bien présentés, etc. Tu vois, le truc de la petite barre de lecteur qui se met en bas, c'est un problème qui arrive dans beaucoup d'expos, ça me rend fou, tu vois, parce que c'est pas très compliqué à régler. Et pourtant, on présente des trucs avec une petite barre de player en bas qui pop toutes les 5 minutes, c'est insupportable, tu vois, ça te sort du truc direct, quoi. Et Oui. ça, on peut pas se permettre de faire ça. Et il y a des grandes galeries qui font ça et des grandes foires aussi. Tu te dis, mais jamais de la vie. C'est comme si tu avais laissé papier bulle sur l'œuvre que tu présentais, la peinture que tu présentais, tu vois. Tu vas pas laisser papier bulle. Et ça viendrait à l'esprit de personne, tu vois. Mais là, comme c'est de l'art digital, les gens se disent, ah, c'est pas si grave, voilà, on va faire avec, tant pis. Non, ça, c'est des trucs que je peux pas accepter, tu vois. Moi, je suis là, il faut absolument que les trucs soient parfaits. Et le but, c'est mon travail. C'est juste essayer de garantir aux artistes que leur travail va être présenté correctement et que ça va être une expérience qui va être aussi bien positive pour le public que pour l'artiste. D'accord. Ok. Parfait. Et du coup, donc, Metaverse Summit ce week-end, qu'est-ce que tu as d'autre dans ton actu? Bah écoute, il va y avoir mon début chez Sotheby's aussi, qui est donc en fin août, où là je vais essayer de proposer des ventes un peu spéciales sur la NFT, dont je ne peux pas parler, mais voilà, ça va me prendre à plein temps à partir de là. Et il y a aussi les choses que je fais avec New French Touch, donc c'est un collectif de curateurs. On a gagné une élection sur Super Art pour avoir un space indépendant sur Super Art. Donc en fait, on drop des artistes sur Super Art à travers notre espace indépendant. On a fait ça, le premier drop, on l'a fait il y a C'est fin un juin. mois, Fin ouais, juin. fin juin. Parce que j'ai On avait... interviewé également Benoît Ah ok, Nacuti. bon, voilà. Bah, on avait 17 artistes à peu près. Ça s'est bien passé. On a vendu quasiment, on a tout vendu sauf une œuvre qui était d'un artiste un peu plus jeune, donc c'était peut-être un peu plus compliqué. Mais au total, on a fait genre 20 éthers de vente. Ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, on fait la deuxième saison du drop à partir de mi-septembre. C'est la date qu'on s'est fixée. Donc, il va y avoir encore tous les artistes qu'on avait à la première saison qui vont pouvoir représenter une œuvre s'ils le souhaitent. Mais on va aussi, chacun des curateurs, donc on est 6, emborder 3 autres artistes. Donc, ça va rajouter au total encore 18 autres artistes. Ça va doubler le nombre d'artistes.
Et voilà, donc là, c'est la sélection des œuvres. Moi, j'ai deux artistes dont je sais qu'avec qui je veux travailler pour l'instant sur les trois. Il y en a un, c'est Jahan, qui est un illustrateur et artiste qui travaille autour du rêve. Jean Dohart? Ouais, exactement. Ouais. Qui est de Bordeaux et qui Oui, est hyper impliqué dans le monde des NFT, notamment avec d'autres artistes, etc. Et qui, je pense, est un mentor pour beaucoup d'autres artistes. Et donc, lui, voilà. Ensuite, il y a une autre artiste qui s'appelle Lara Zancoul, qui était une des artistes que j'avais présentée du coup au Menart, qui est une artiste libanaise qui fait de la photo, qui fait des photos notamment où tu as l'impression que c'est des effets spéciaux, mais en fait tout est fait en effet pratique. Donc c'est assez fascinant. Et le troisième artiste, je cherche encore. Je pense que un truc sur lequel on a vraiment un peu pas été top sur le premier drop, c'était sur la parité, notamment sur le drop le premier drop de Nouvelle Shot. Je crois que sur les 17 artistes, il y a peut-être 3 femmes, tu vois. Donc là, on va faire moi, au moins, sur les 3 artistes que je vais sélectionner, il va y en avoir au moins 2 qui sont des femmes, tu vois. Donc on va essayer de faire des efforts quand même pour amener ça de plus en plus tendre vers une forme de parité. Mais voilà, ça c'est l'actu. Puis il y a deux, trois autres projets sur lesquels je bosse, tu sais, à moitié, etc. Des choses pour des salons, c'est une sorte de spectacle de projection sur un dôme. Donc là, pareil, il faut trouver des projections, des machins, un modèle économique, enfin, tous ces trucs-là. Voilà. Puis après, des petits trucs de mode activité, de speaker, ça, j'aime bien intervenir pour faire des conférences, des choses comme ça. Donc là, je sais qu'avec l'ETHCC, il va y avoir quelque chose à la Fondation Pernod Ricard avec EBB, qui est le projet de Niel Beloufa, où là, je vais peut-être réaliser une interview d'artistes d'art génératif. Et voilà, et après, on va profiter un peu des vacances quand même. Il fait beau, c'est le mois d'août, voilà, tranquille. d'accord, nickel. Bah, c'est une activité, enfin, ouais, t'as une activité assez riche et J'ai assez acheté beaucoup pleine. d'NFT en ce moment, putain, mec, je me fais plaisir, j'achète enfin les trucs que je regardais depuis longtemps, et voilà. Parce Avec que moi, le beer market. ouais, parce qu'à la base, je suis quand même collectionneur, hein. Moi, c'est une activité, c'est pas vraiment une activité professionnelle, collectionneur. J'aimerais bien que ce soit un travail, mais c'est pas vraiment un travail. Mais clairement, moi, c'est ce qui me plaît, tu vois. Là, je pense que je vais acheter quand même beaucoup d'NFT depuis Calbia, et j'ai un peu monitoré ce que j'avais envie. Et voilà, il y a plein de trucs moi, que je rêve d'avoir depuis longtemps et que je peux enfin me permettre d'acheter, tu vois. Parce que bah, c'est pareil, hein, comme je te dis, comme je revends quasiment rien, j'ai dû revendre 2 NFT depuis que j'ai commencé. Bah, à un moment, t'achètes, tu peux plus trop acheter derrière, hein, parce que t'as plus d'argent, t'as plus de sous. Ouais. Là, comme j'ai enfin avoir un boulot à plein temps, je vais enfin avoir des sous, donc ça va me permettre de continuer à acheter des œuvres d'art, tu vois. Et c'est ça, elle me demandait pourquoi tu vends pas, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Vendre des œuvres d'art pour acheter d'autres œuvres d'art, ça paraît un peu bizarre, tu vois. Il y a des trucs que moi j'ai aujourd'hui qui valent quand même pas mal cher, que je pourrais jamais me permettre d'acheter, en fait. Que j'ai pu me permettre d'acheter parce que je les ai eu pas cher, tu vois. Je les ai eu au drop, je les ai eu en 2020 quand ça valait que dalle, quoi. Et j'ai pu me permettre de les acheter là, mais je pourrais jamais me permettre de les acheter aujourd'hui, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de les vendre, parce que je sais que si je les vends, je pourrais jamais me les racheter plus tard. Tu Donc penses à quoi, par exemple? bah, je pense par exemple aux Beeple que j'ai, tu vois, les 2 Beeple que j'ai, c'est les 2 éditions qu'il a faites, et je les ai eu chacun pour 1 $, puisque je les ai eu au drop. Or, c'est des œuvres pour lesquelles, je sais pas, j'ai des propositions à 130 000, 150 000 euros. Tu vois, je peux pas acheter un truc à 150 000 euros, Oui, tu vois. tu sais que si tu lui dis au revoir, tu lui dis au revoir, quoi. Je lui dis au revoir très clairement, tu vois. Et aujourd'hui, ça m'a apporté beaucoup plus de choses d'avoir des bijoux dans ma collection, professionnellement, etc., que d'avoir 300 000 balles sur mon compte, tu vois. Il y a plein de gens qui ont 300 000 balles en crypto, mais des gens qui ont 2 Bitcoin, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et voilà. Et ça, c'est les œuvres vraiment un peu maigrales, quoi. Ça fait la vaste majorité de la valorisation de ma collection. Mais il y a d'autres artistes comme ça, tu vois. Je sais pas, moi, une très belle édition aussi de Last End of the Nation State de Slime Sunday, que j'ai eu pour 60 $, tu vois, que j'ai acheté au drop. J'ai plein d'œuvres que j'ai acheté pour 100, 200 euros, que je suis très content d'avoir, tu vois. Le X-Copy que j'ai acheté, je l'ai eu pour 0,2 Ether, des trucs comme ça, tu vois. C'est des trucs que je sais que je vais pas pouvoir me racheter plus tard, quoi. Donc, je suis content d'avoir réussi à former une bonne collection pour pas grand-chose au final. Et voilà. Après, je suis peut-être un peu taré, tu vois. Je connais peu de gens qui. Je crois que je suis un des seuls qui a les œuvres de Beeple au drop qu'il a encore aujourd'hui, tu vois. Tout le monde les a revendus. Normal. Je pense qu'il faut être un petit peu fou pour pas accepter 130 000 euros pour un truc que tu as payé 1 $, tu vois, normal. Mais bon, je suis un peu comme ça. Moi, j'aime bien garder mes trucs et j'aime bien avoir ma collection. Et je sais que moi, j'ai un horizon de 10 ans, tu vois, puisque ça fait déjà 5 6 ans que je m'intéresse à ça et je vois pas les choses au court terme ou au cycle de ce bull run, etc. C'est sûr que j'aurais pu faire des meilleures affaires dans un truc au bull run, il n'y a aucun doute. Mais voilà, moi, je vois à 10 ans et je pense que ce sera toujours intéressant d'avoir cette œuvre-là dans 10 ans. D'accord. J'ai plusieurs questions. Donc, premièrement, c'est concernant donc là dans ton
dans ton portfolio. Donc, tu as parlé de Iscopy, de Beeple, tu as cité d'autres artistes. Est-ce que tu peux te remettre avec ton cerveau de l'époque qui identifie ça et l'identifie au drop quand c'est pas cher et quand avant que en gros il y ait une hyper valorisation. Donc, essaye de te remettre dans ton cerveau de l'époque et qu'est-ce qui fait que tu l'identifies premièrement et qu'est-ce qui fait qu'il te dit bah ok j'ai envie de l'avoir dans ma collection. Bah écoute, Beeple, c'était assez simple. C'est-à-dire que moi, je connaissais son travail depuis des années parce que je m'intéressais au VJing. Ça faisait 5 6 ans que je connaissais Beeple, que je le suivais sur Instagram. Dès qu'il a parlé du terme NFT, c'est la première fois que j'entendais parler du terme NFT à proprement parler, mais j'ai compris œuvre d'art sur la blockchain. Donc ça faisait quand même des années que je m'intéressais aux œuvres d'art sur la blockchain, donc j'ai vite compris quoi il s'agissait. Et 1 dollar, rien à perdre. Et ça coûte 1 dollar, quoi, c'est ça. Et donc, du coup, c'était ça aussi, c'était qu'il y avait une barrière à l'entrée qui était très basse, quoi, ça coûtait pas grand-chose. Et là, j'étais beaucoup sur Nifty Gateway à l'époque, puisque j'avais même pas beaucoup de crypto, honnêtement, j'avais quasiment rien, donc je payais avec ma carte bleue, clairement, des trucs comme ça sur Nifty Gateway. Et voilà, après, j'ai regardé ce qui se faisait en production, et tous les jours, je regardais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Après, moi, j'ai un regard qui est formé et qui est avisé sur les œuvres d'art, tu vois, parce que j'ai des années que je m'intéresse à ça, je serais dans le monde de l'art contemporain. Je pense être en mesure de reconnaître une belle œuvre d'art, un artiste intéressant. C'est pour ça que j'ai acheté des trucs de genre bah, Ferro Shoes, tu vois, par exemple, où je savais que, putain, un mec de 17 ans qui fait ça, je regardais un peu, je creusais ce qui est le propos derrière, je me disais, c'est canon, tu vois, ça n'avait pas besoin de réfléchir à plus de ça, ça coûtait, allez, 50 balles, 100 balles, tu vois, c'était pas la fin du monde. Et après, j'avais encore des sous de côté, donc ça m'a permis de le faire sans trop me soucier, sans trop m'inquiéter. Mais clairement, ouais, c'était comme ça que moi, je réfléchissais fin 2020, c'est-à-dire que c'était OK, tout commence, ça, cet artiste-là, il y a du potentiel. Moi, j'ai toujours réfléchi aux artistes. L'intérêt que je trouve intéressant, c'est. J'ai évolué avec ça avec le temps. Moi, la première œuvre d'art que j'ai achetée en crypto art, c'était même pas Beeple, c'était en 2018. C'était I Am a Coin de Kevin Abosch, qui est un projet conceptuel où c'était en fait Kevin Abosch a été le premier artiste à se tokeniser lui-même. Aujourd'hui, ça paraît banal, mais bon, en 2017, c'était le premier mec à le faire, c'était avant les CryptoPunks, etc. Et bah, c'était même pas un token non fongible, c'était un token fongible, il n'y avait même pas de visuel, tu vois, c'était purement conceptuel. Et du coup, moi, je m'intéresse beaucoup au concept et aux idées qu'il y a derrière, et surtout aux artistes qui essaient de produire des choses qu'ils ne pourraient pas faire autrement. C'est pour ça que peut-être j'achète peu de photos et de choses comme ça en NFT, parce que je me dis, bah, une photo, tu peux la tirer en argentique, tu peux faire ce que tu veux. Tu n'as pas forcément besoin d'un NFT de la blockchain pour le vendre. L'art on-chain, ça m'intéresse beaucoup, parce que ça n'existe que grâce à la blockchain. C'est un médium à part entière à ce moment-là. Ça devient un médium à part entière. Et c'est ce genre de concept qui m'intéresse, moi. Sur une catégorie, au début, on en avait peu, donc là, c'était vraiment purement du jugement visuel et de regarder un peu l'artiste, qu'est-ce qu'il faisait, voilà. Dans ma tête, il y a des trackers quantitatifs et qualitatifs. Ça peut être, OK, combien t'as d'abonnés, machin, mais au final, c'est surtout, est-ce que je me dis que le gars va continuer à faire de l'art pendant longtemps? Est-ce qu'il a une implication dans les NFT qui est vraiment sincère, réelle et qui va durer sur le long terme? Ça, c'est très important. Puisque acheter un artiste qui fait un coup une fois et qui se barre, ça n'a aucun intérêt. Parce que il n'est pas impliqué là-dedans. Donc voilà, souvent le processus de collection avec un NFT, ça commence par l'acte d'achat et après tu t'impliques plus largement dans le projet par la suite. Donc voilà. Mais c'était souvent des choses, voilà, c'était de la recherche, ce qu'on appelle la due diligence en jargon de l'art. C'est regarder de quoi il s'agit, faire sa recherche, s'informer, pour que ça te plaise aussi visuellement. Et puis voilà, c'est comme ça que je faisais. Mais c'était tellement abordable à l'époque que le temps de réflexion était moins important. C'est sûr que si Oui. je devais dès qu'un Ether et des trucs à 3000 euros, j'aurais peut-être réfléchi un peu plus, tu vois, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais finalement, moi, dans la collection que j'ai très peu dépensé plus de 2 Ethers, tu vois, sur une œuvre, tu vois. Mais c'est pour ça après que j'ai des centaines d'œuvres aussi, c'est ça que ça aide, c'est pour ça que j'aime bien Tessos. Mais Tessos, j'ai encore cette approche-là, par exemple, tu vois. Moi, j'aime bien aller chercher des artistes qui ont peut-être pas encore des ventes, j'aime bien aller trouver des mecs où je me dis, putain, ils m'ont donné une proposition intéressante, etc. On va voir ce que ça donne. Et ça, c'est bien plus facile, puisque là, tu parles de 10 balles, 20 balles, voilà. Et tu vois le retour assez vite, hein. Tu vois que les gens s'intéressent, tu vois le floor augmenter, donc ça te conforte dans tes idées aussi. Tu as des billets de confirmation. Mais moi, la réflexion est en premier lieu esthétique, et après conceptuelle, et après encore l'artiste en lui-même, la personne derrière les œuvres d'art, etc. Et je pense que ça fait un tout, et que ça, c'est une démarche de collection. Non, moi, j'ai très peu de thèmes, on va dire, sur ma collection. Je sais que j'aime plus le figuratif que l'abstrait, je sais que j'aime le surréalisme, il y a des trucs qui me touchent un peu plus, tu vois, mais
Moi, je marche souvent au coup de cœur et parfois ça me fait rappeler un souvenir un peu random de ma vie et c'est ça qui me pousse à acheter, tu vois. C'est pas forcément, je me dis pas, moi j'achète que les trucs de couleur rouge, que les trucs de noir et blanc, ou que les portraits, tu vois. Je m'impose pas un thème comme ça. Vraiment, je me fais plaisir tout simplement, avant tout. Et après, voilà, quand je fais ça pour des clients, des trucs comme ça, j'ai une réflexion qui est peut-être un peu plus rationalisée, etc. Mais c'est voilà, tu te formes l'œil, tu te formes le regard, la réflexion. Et c'est suffisant pour faire des décisions qui sont réfléchies et éduquées, je pense. D'accord, nickel. Ben, merci pour cette explication. L'autre question que je voulais te poser, c'est, donc tu as expliqué comment tu l'as fait donc en 2020-2018. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dans le radar? Qu'est-ce que Alors, tu as dans le radar ou qu'est-ce que tu trouves de vachement innovant, intéressant? moi, je suis peu à la recherche de nouveautés, en fait. C'est ça le truc. C'est que souvent, c'est ça en NFT, c'est le nouveau truc, le assessing. Moi, j'aime bien me regarder et dire, OK, regarde, il y a des artistes qui sont pionniers ou qui sont reconnus. Et bien, j'aime bien me dire, j'aimerais bien avoir une pièce plus ou moins importante de chaque artiste reconnu. Tu vois. Par exemple, là, ce que j'essaie d'acheter, c'est une édition de 100 de Ness Graphic, qui est un artiste qui a 27 ans, qui travaille sur un peu l'esthétique Vaporwave. Donc, c'est pas très innovant, il y a plein de gens qui le font, mais il y a peu de gens qui le font aussi bien que lui. C'est très référencé crypto art avec plein de petites références historiques cachées, ça me plaît beaucoup. Donc l'esthétique me plaît, le travail conceptuel, les références me plaisent. Et là, c'est aussi, cette œuvre-là me fait penser à un souvenir de quand est-ce que je regardais les bordels, quand ils venaient d'être mintés, etc. Et c'est en fait, c'est un genre de bordel qui est devant un mur d'écran et qui regarde plein de trucs comme ça. Tu vois, ça fait un peu penser à genre le Degen qui est en train de regarder sur 15 000 moniteurs en même temps, les NFT dans tous les sens. Donc cette œuvre-là me parle. Et pendant des années, j'ai envie de l'acheter, mais elle était allée pendant ouais, un an et demi, j'ai envie de l'acheter, elle était à 7, 8 Ethers. Là, elle est descendue à 1 Ether. Pour un Ether, Ok. il est quelques euros, tu vois. Donc, bah, je me dis, OK, ça, c'est des œuvres que je regarde depuis longtemps, que je ne pouvais pas me permettre d'acheter et que j'achète. Et donc là, j'achète notamment sur Ether des artistes qui sont un peu plus établis, dont j'ai pas d'œuvre. Ou alors, j'essaie de continuer à aller, pour d'autres artistes qui sont plus sur Tezos, par exemple, je continue à réinvestir, à racheter d'autres œuvres d'artistes sur lesquels je suis déjà pas mal exposé, entre guillemets. Lucrèce, par exemple, dont j'ai une 25 œuvres, je crois, de Lucrèce. Je continue à acheter d'autres éditions que j'avais pas pour essayer de faire une collection complète. Tu vois, j'essaie d'aller, voilà. À la fois, essayer d'acheter des artistes qui sont établis, entre guillemets, et qui ont déjà une belle réputation et qui pourront survivre à une forme de concentration du marché sur les gros artistes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui les dumpent parce qu'ils ont besoin de liquidité. Et ensuite, voilà, continuer à soutenir les artistes dans lesquels moi je crois. Et puis voilà. Et moi, comme je suis très peu sur le collectible, je regarde assez peu la nouveauté, etc. Et puis suivre les projets dans lesquels je suis impliqué. Tu vois, je sais que chez Doodle, il y avait des trucs qui sortaient récemment. Tu vois, j'ai quelques collectibles quand même. J'ai Doodle, j'ai des World of Woman, Clonix, des trucs comme ça. Parce que j'aimais bien l'esthétique avant tout, j'étais sur le Mint. Mais, euh, mais c'est pas le gros de ma collection, quoi. Et là, aujourd'hui, ouais, c'est plus ça. C'est continuer à essayer de soutenir les artistes comme je peux. Mais surtout les artistes que je connais déjà, en fait. Après, je me laisse ouvert à la découverte, mais plus sur Tessos que sur Ether. Et voilà. J'aimerais bien avoir là, tu vois, il y a une vente chez Philips. Je sais que chez Philips, dans les hôtels de vente comme ça, il y a des belles affaires parfois à faire en NFT, puisque peu de gens sont au courant qu'elles se passent ces ventes. Et là, tu as un très beau squiggle de Snowfro, là, tu sais, de Mhm. Eric, Ouais. Calderon? ouais, qui a fait la plateforme Artblocks, qui vend des NFT de sa collection. Et là, je crois que c'est proche du floor, le prix, alors que c'est un beau squiggle, donc je me dis pourquoi pas essayer de l'acheter en hôtel de vente, tu vois, des trucs comme ça. C'est une belle provenance. La provenance aussi est encore peu valorisée en NFT, bizarrement. Ça Mais bon, viendra. ça viendra, c'est bizarre parce que c'était l'argument premier Oui, oui, oui. dans l'art, c'était la provenance. Et pourtant, la provenance aujourd'hui, on s'en fout un petit peu. Mais je pense que ça viendra aussi. Et c'est pour ça que je tiens à former une collection, parce que moi j'ai envie que les œuvres qui viennent de ma collection valent peut-être un peu plus que les mecs qui n'auraient pas. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que pareil, j'essaie de devenir un peu une référence en termes de goût sur ce qui se vend en crypto art, en NFT. Mais voilà, c'est de continuer à soutenir les artistes que je suis déjà, ou alors voilà, les petits grâles que j'avais envie d'avoir depuis longtemps, et c'est de me dire, ok, j'ai absolument avoir une œuvre de NES graphique, je vais essayer de l'avoir, une œuvre de tel autre artiste, et voilà, j'essaie de vérifier quelle est l'édition qui peut valoir le plus le coup d'avoir, tu vois, des trucs comme ça. Ok, nickel. Nickel, merci. Ben, il y avait une personne qui était en live qui est partie là, mais bon, je vais afficher. En gros, elle te demandait, donc c'était Link28, comment tu as commencé dans le monde NFT, mais tu l'as un peu près dit, c'est en gros Beeple,
quand tu as vu en fait. Ouais, bah, les NFT, c'est toujours pareil, c'est le crypto. Est-ce qu'on parle de crypto art et NFT? Moi, j'ai commencé avec le crypto art, c'était plus avec Kevin Abosch, du coup, avec donc, cette œuvre I Am a Coin en 2017. Mais le premier NFT ERC 725 que j'ai collectionné, c'était Beeple, en effet. Mais le terme, enfin, voilà, le terme existe, est arrivé après la technique, donc bon, c'est difficile de foutre un pinpoint de où est-ce qu'est commencé les NFT, grosso merdo. Oui. Même quand c'était sur Editional ou sur Dada Art à l'époque, c'était concrètement des œuvres d'art sur la blockchain qui n'étaient pas vraiment qu'on n'appelait pas des NFT, mais qui étaient des NFT aussi. Enfin, voilà. Mais en tout cas, voilà, crypto art, j'ai commencé peut-être un peu plus avant que les NFT, mais mon premier NFT réellement, c'était ouais, l'œuvre Genesis de Beeple qui s'appelle donc Politics is Bullshit, et qui est une édition de 100 qui avait été droppée, je crois, novembre 2020. Ok, parfait, nickel. Brian, est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas te poser et ou en gros, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu aborder que je t'ai pas donné l'occasion? Bah, on a abordé le display, on a abordé l'exposition. Bah, j'aimerais bien peut-être faire juste, peut-être que Benoît l'a fait d'ailleurs, parce que je sais que c'est un truc qui tient bien, mais faire justement cette distinction entre les NFT et le crypto art. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent NFT art, et pour moi, ça, c'est un terme qui n'a pas vraiment de sens. C'est comme si on disait un artiste acrylique ou un mec, un artiste de marbre, tu vois, parce qu'il fait de la sculpture en marbre. Ça serait confondre le médium et le mouvement. Et il y a un vrai mouvement qui existe qui s'appelle le mouvement du crypto art ou du blockchain art. Et pour moi, pour essayer de le définir facilement, ce mouvement-là, en gros, toute œuvre de crypto art ou de blockchain art, comme tu veux l'appeler, ce sont des œuvres qui utilisent soit conceptuellement la blockchain pour exister. Donc là, on va chercher l'art on-chain, on va chercher les trucs qui utilisent les contrats comme PAC, etc., avec Merge. Voilà, ça c'est du crypto art qui utilise conceptuellement la blockchain pour faire quelque chose qui ne pourrait pas exister autrement, Mhm. sous aucune autre forme, ou alors des œuvres qui font référence à la culture crypto. Un portrait de Satoshi Nakamoto, c'est une œuvre de crypto art. Euh, un gros truc avec un bitcoin dessus, c'est une œuvre de crypto art. Enfin voilà, toute la culture crypto qui est traduit, les codes, même tout le jargon, good morning, etc. Dès que tu introduis des genres de références comme ça, pour moi, ça devient des œuvres qui s'inscrivent dans le mouvement du crypto art. Après, ce mouvement du crypto art a plein de branches. Il y a le trash art, etc., le blockchain art, des trucs un peu plus spécifiques, l'art génératif on-chain. Voilà. Mais déjà, la grande famille du crypto art, c'est pas mal. Et déjà, si on commençait à voilà, parler peut-être un peu plus de crypto art et pas que de NFT, puisque bon, les NFT, c'est beaucoup de choses et pas que des œuvres d'art. Et d'ailleurs, les œuvres d'art, c'est une toute petite partie des NFT finalement. C'est 20% du marché. Voilà. C'était avant, c'était bien plus, mais voilà, ça reste une petite partie. Comme le monde de l'art traditionnel est une petite partie de l'industrie culturelle, grosso merdo, quoi. Le monde de l'art traditionnel, c'est 64 milliards de dollars au monde. L'industrie du jeu vidéo, c'est 380 milliards. Donc, tu te dis, bon, les jeux vidéo, une industrie qui a 20 ans, bon, en plus, je déconne, mais peut-être 40 ans, vaut plus qu'une industrie qui remonte jusqu'au début de l'Antiquité, tu vois. Donc, c'est assez étonnant. Et voilà, mais voilà, cette distinction est importante. Et voilà, les NFT et le crypto art, c'est pas vraiment la même chose. Et c'est important de faire la distinction pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on achète et quelles sont les productions finalement qui sont les plus pertinentes sous ce format-là et qui, à mon goût, méritent plus d'attention. Ok, parfait. Nickel. Merci. Donc là, je vais faire donc rapidement deux choses, parce que là, on a dépassé l'heure. Donc, première chose, c'est passe décisive. Donc, c'est quelque chose de nouveau que je fais dans mon show. En Ok. gros, Brian, c'est en gros, à qui veux-tu faire une passe D? Donc, la passe D, c'est quel nouvel invité tu aimerais voir dans Robert Spotlight et quelle question tu aimerais que je lui pose. Bah écoute, moi il y a deux amis que j'ai sur. Je jetais un petit coup d'œil sur ta chaîne comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes que tu as interviewées, Robert? Parce que ça. J'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu Marianne Chisom, j'ai eu Lapin Mignon, j'ai eu Ah, tiens. Marianne Rebaldi. Euh, Bah, écoute, les filles de Girls Revolution, que moi qui sont aussi mes amis, hein, je vais pas te le cacher, c'est Annelise Stern et Jessica Swady. C'est des gens qui travaillent beaucoup sur la visibilisation des femmes dans la NFT et sur des sujets plus spécifiques aussi comme la performance en NFT, des choses comme ça, des médiums qui sont encore peu utilisés, qui sont pourtant hyper pertinents. Genre les NFT pour les artistes de performance, c'est une opportunité absolument géniale. Et tu en as très peu des artistes de performance en NFT encore aujourd'hui. T'as Food Mascou, t'as Kenny Shaster et David Nobody et quelques-uns d'autres, mais Anna Zielva, mais il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que voilà, ce sujet de la visibilisation des femmes dans les NFT, de voir un petit peu
Les initiatives d'entrepreneuriat là-dessus, ça peut être intéressant de les avoir. Ok. Du coup, est-ce Et que... tu peux juste me redonner les noms? Ouais, c'est Annelise Stern, qui a un compte qui s'appelle Art Girls sur Instagram et sur Twitter. Et Jessica Swady, qui elle a une boîte qui s'appelle Art from Future. Et qui est sur Twitter, c'est sous le nom de Jessie Janes. Elle est aussi artiste. Et toutes les deux, elles ont un projet, une boîte qui s'appelle Girls Revolution, qui a donc pour le but de créer des formes de DAO dédiées aux femmes et la visibilisation des femmes dans les NFT, dans le Web3 plus généralement. D'accord. Un peu dans l'esprit World of Women. Pas vraiment. World of Women, c'est une collection qui reprend l'iconographie des femmes pour faire un projet qui serait dédié aux femmes, mais là, c'est vraiment c'est autre chose. Hein. C'est te prendre la distinction un peu mieux, mais World of Women, c'est un projet collectibles. Là, c'est de l'accompagnement de femmes artistes, c'est de la pédagogie, des masterclass, des choses sur le sujet plus largement de la visibilisation des femmes. Tu vois, World of Women, c'est un projet collectible qui est très sympa, j'en ai un d'ailleurs, mais bon, c'est pas. Il y a encore reste beaucoup de choses à faire là-dedans. C'est l'impact de World of Women sur ces questions-là, et il reste encore à évaluer et à chiffrer. Mais voilà, ça, c'est des gens qui sont impliqués là, sur ces sujets-là, même dans le monde de l'art traditionnel depuis très longtemps, et qui voient finalement que oui, même les dérives qu'il y a dans le monde de l'art traditionnel, tu peux les retrouver aussi dans le monde de l'art virtuel et du Web3, et qu'il y a des gros problèmes de visibilité, de diversité dans tout ça, quoi. C'est analyse en Ok. un mot, mais ouais, c'est ça. Et Swadi. Jessica, C'est Swadi. Pouf, pouf, pouf. Je sais pas où est le chat ici. Attends, pouf. Swadi, c'est Soudi. ok, parfait. C'est noté, c'est noté, c'est noté. Et du coup, dernière question, et ensuite je te libère. C'est en gros, Brian ou Artemore, c'est quoi un NFT pour toi? Oh, basiquement, un NFT, c'est un titre de propriété d'un bien numérique et digital. Voilà. Ça me va, ça me va, ça me va. Il n'y a pas besoin de faire plus long. En gros, c'est une question récurrente que je pose à tous mes invités. Ouais, je sais pas si t'as dû avoir cette réponse-là déjà une fois ou deux, je pense. Hein. Ouais, divers et variés, divers et variés. Il y en a qui font beaucoup plus long, Ouais, d'autres ouais, qui ouais. font beaucoup plus Ça peut être tellement de concis. choses, mais déjà, si tu réfléchis finalement pour à peu près tout et n'importe quoi, ça reste ça. Ça peut être... il y en a qui vont dire, oui, mais il y a des objets physiques qui sont NFT. Je fais, oui, non, mais c'est un double numérique, machin et tout, etc. C'est un gros sujet. Alors ça, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais voilà. Le lien entre les archives du numérique et un objet physique, ça, c'est un sujet que je connais bien, puisque c'était le sujet que les gens s'intéressaient en 2018 quand ils faisaient de la blockchain dans l'art. Et c'est très difficile de lier un objet à une archive, qu'elle soit numérique ou pas. Et tu as un truc qui s'appelle les puffs qui permettent de faire ça, mais aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué. Et tous les gens qui vont arriver en disant, moi, j'ai un projet qui va faire le lien entre les œuvres d'art traditionnelles et NFT machin, faut s'en méfier, puisque d'expérience, je sais qu'il y a beaucoup de problématiques techniques qui existent à tous les niveaux de ce processus-là, et que c'est hyper galère. Et c'est pour ça que les NFT marchent aussi bien que l'art digital a explosé avec la blockchain, c'est que c'est un bien numérique, et qu'une solution numérique pour un bien numérique, c'est parfait, tu vois. Physicaliser une solution numérique, c'est très compliqué. Et donc, du coup, voilà, pour moi, il y a une partie du succès de l'art numérique qui est due à ça aussi. C'est parce que ça s'adapte parfaitement à la blockchain. Et c'est pour ça que, tu vois, des années, on s'intéressait à la blockchain dans l'art. Ça marchait pas. Quand on a réfléchi à le faire avec l'art numérique, putain, c'était juste parfait, quoi. C'est ce qu'il fallait faire, quoi. Donc, voilà. Nickel. Bah, en tous les cas, merci beaucoup pour ton temps, pour toutes ces informations. Du coup, on va sûrement se voir ce week-end là, au Ouais, Metaverse Summit. Ouais, demain. Et ben, à bientôt en tous les cas, et merci encore pour ton intervention. ça marche. Bah, merci à toi, Robert. Passe une excellente fin de journée. Allez, toi aussi. Ciao. Bye.